Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, les 4 secrets des entreprises qui réussissent avec l'intelligence artificielle. Je m'appelle Olga Dudkov, je représente le cabinet Machine Learning Lab avec mon collègue Camillo Rodriguez. Bonjour Camillo. Bonjour Olga. Nous sommes Machine Learning Lab, un organisme de formation basé à Paris en intelligence artificielle et nous sommes convaincus que tout le monde peut apprendre à parler intelligence artificielle. Et pour nous parler intelligence artificielle, c'est aller beaucoup plus loin que apprendre à prompter, par exemple. C'est surtout comprendre que l'intelligence artificielle générative n'est que l'un des aspects de l'intelligence artificielle, c'est acquérir un regard critique sur les nouvelles technologies, identifier des opportunités liées à l'IA et tout ça pour devenir autonome, indépendant face à tous ces bruits qu'on entend autour de l'intelligence artificielle actuellement. Je suis accompagnée également aujourd'hui de Virginie Métivier. Bonjour Virginie. Bonjour. N'hésite pas à… Je suis fondatrice du cabinet MLOps. C'est un cabinet de conseil. On est situé en Rhône-Alpes et on couvre un peu tout ce qui couvre le conseil stratégique des entreprises, depuis l'acculturation jusqu'à la formation des collaborateurs quand les projets ont été détectés, priorisés, développés, accompagnés et qu'on est en production. Voilà. Merci Virginie. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On a préparé pas mal de choses pour vous. On va démarrer avant de s'attaquer aux secrets des entreprises qui réussissent avec l'intelligence artificielle. On va s'intéresser rapidement aux erreurs qu'on constate sur le terrain, tous les trois. On va ensuite vous présenter les 4 secrets, ce que les autres entreprises font de différence, celles qui réussissent avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on va se pencher sur notre retour d'expérience. Nous sommes tous les 3 sur le terrain. On fait beaucoup de conférences et beaucoup de webinaires comme celui-ci, par exemple. Mais la plupart du temps, on passe avec des entreprises. On accompagne des entreprises. Donc, on voit beaucoup de projets. On lance beaucoup de projets concrets. Et on va partager quelques projets concrets avec vous aujourd'hui. Et à la fin de ce webinaire, on va offrir cette session pour les questions, pour les réponses. On va essayer de répondre à vos questions. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire dans le chat qui s'affiche à droite. Et puis à la fin, on va ouvrir les micros. Et si vous voulez vous exprimer et poser vos questions à voix haute, n'hésitez pas à les faire également. Donc, comme je disais, avant de s'intéresser aux secrets, on va s'intéresser un tout petit peu aux erreurs. Parce que j'imagine que si vous passez beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, si vous regardez, si vous vous intéressez tout simplement à ce sujet d'intelligence artificielle, vous avez probablement vu qu'il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'études qui disent que la plupart des projets d'intelligence artificielle échouent, ne réussissent pas. Cette étude, par exemple, qui a fait un tour du monde de MIT qui disait que 95% des pilotes ne réussissent pas. Et nous, dans notre pratique également, on constate qu'il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui ne réussissent pas avec l'intelligence artificielle ou des entreprises qui ont du mal de démontrer ROI des projets IA. Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons pour ça. Encore une fois, ça c'est basé sur notre expérience. C'est pas une liste exhaustive des erreurs commises par des entreprises qui ne réussissent pas avec l'intelligence artificielle, mais d'après notre expérience, il y en a plusieurs. On a identifié 9 erreurs possible. La première se situe autour de la formation. Il y a beaucoup d'entreprises, on le voit, qui se contentent à apprendre à prompter, par exemple, qui disent que le plus important, c'est apprendre à prompter. On va prendre ChatGPT, on va apprendre à prompter, c'est tout. Et c'est ça nous suffit. Or, ça suffit pas du tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont partir d'un outil, pas d'une problématique, mais d'un outil. Ils vont prendre des licences ChatGPT et ensuite, ils vont essayer de caser tout ça dans leur processus. Ça ne marche pas d'après notre expérience. Il y a pas mal d'entreprises qui négligent tout simplement la formation, qui vont pas s'intéresser, c'est quoi l'intelligence artificielle? Combien de types d'intelligence artificielle existent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Tout simplement, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle? Souvent, on définit mal le problème, soit parce qu'on parle d'un outil, soit parce qu'on ne parle pas avec des métiers. Donc, on impose des outils, on impose une certaine manière de faire, mais on n'écoute pas les métiers et on ne parle pas d'une vraie problématique. Aussi, souvent, on constate que on néglige la qualité et l'adaptation des données. Et ça, c'est parmi les premières étapes dans tout projet IA, c'est les données. Si on n'a pas de données bien structurées, disponibles, on ne peut pas lancer et réussir un projet d'IA.
Des infrastructures insuffisantes également. Donc, on peut avoir un modèle, les meilleurs modèles du monde, mais si les infrastructures ne le permettent pas, on ne va pas réussir un projet d'IA. Ensuite, ce qu'on voit beaucoup, beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est une espèce de baguette magique, qu'on peut tout faire avec. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et l'intelligence artificielle, on va le constater, on va le montrer aujourd'hui, elle a ses limites aussi. On ne peut pas tout faire avec l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas toujours la bonne solution, l'intelligence artificielle. Et souvent, on oublie la gouvernance, on oublie le cadre, on oublie les lois, on oublie RGPD et ACT, etc. Donc ça, c'est une partie très importante, mais souvent négligée. Et la dernière chose, c'est ne pas penser à long terme. Par exemple, dans le cadre de cette étude MIT, on a constaté que 95% des projets ne réussissent pas. Or, on a fait ce constat 6 mois après. Or, pour un projet d'IA, il faut plus de temps pour que ça réussisse, pour que ça démontre un ROI. Et pour qu'un projet d'IA réussisse, il faut donner du temps. Donc, c'est pas parce que vous avez acheté des licences de ChatGPT Copilot à tout le monde, c'est pas parce que vous avez installé tout ça et que tout le monde est ça que le projet va réussir. Non, il faut changer la manière de travailler, il faut poser le cadre, etc. pour que vos projets d'IA puissent réussir. Ça, c'est les erreurs qu'on a constatées sur les terrains. Maintenant, on va s'intéresser à ce que les 5% restants font de différent et qu'est-ce qu'ils font exactement pour réussir un projet d'intelligence artificielle. Et je te laisse, Camillo, reprendre la main sur la présentation. OK. Merci beaucoup, Olga. Du coup, je vais reprendre la présentation. Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Olga, tu peux confirmer? Je vois ton écran, merci. OK, je te demande d'accepter les personnes qui rentrent en attendant. Alors, Olga, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je m'appelle Camilo Rodriguez et je suis formateur professionnel en intelligence artificielle. Je forme les gens à l'IA et ça depuis 8 ans. Et on a créé une marque qui s'appelle Parler IA. Et vous allez voir un échantillon un tout petit peu, qu'est-ce que c'est qu'une formation chez nous, pour que vous voyez de quoi on parle et que vous sortiez un tout petit peu avec plus de connaissances aujourd'hui que vous n'avez rentré. Quand je dis aux gens, est-ce que vous parlez IA? Ils me disent, oui, effectivement, je parle IA. J'ai suivi une formation pour bien utiliser l'IA. Du coup, j'ai appris dans une formation des prompts qu'il y a une méthode qui s'appelle Craft, dans laquelle, à chaque fois, il faut que je parle avec ChatGPT ou peu importe, il faut que je lui donne un contexte, un rôle, une action, un format et un ton. Et c'est ça ce que j'ai appris en formation. On m'a appris à faire des bons prompts. Alors, ça, c'est une méthode. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres méthodes. Du coup, en fait, ils me disent non, finalement, en fait, il y a la méthode Create, où il faut demander à l'IA de prendre un rôle, un caractère, lui faire une requête, lui donner des exemples, faire des ajustements, des types d'output, etc. Et quand vous allez creuser, en fait, il y a franchement des milliers de façons de parler avec ChatGPT et il y a beaucoup de gens qui inventent des nouvelles méthodes, des acronymes pour vous faciliter la tâche. Sauf que apprendre à prompter, c'est une fausse bonne idée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Apprendre, suivre ces formations, de faire des méthodes de prompting, d'écrire ces prompts d'une certaine façon, c'est une fausse bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avant de la critiquer, ou avant de vous dire pourquoi je pense que c'est une fausse bonne idée, d'où ça vient? En réalité, quand vous travaillez, quand vous êtes développeur, il y a quelque chose qui s'appelle l'ingénierie des prompts. Mais l'ingénierie des prompts, ce n'est pas fait pour les utilisateurs de ChatGPT. C'est vraiment pour les gens qui vont utiliser l'API d'OpenAI. Alors, qu'est-ce que c'est que l'API d'OpenAI? Imaginons que je vais faire un logiciel qui est capable d'analyser un CSV. Alors, imaginez-vous que par exemple, je fais… ça, c'est un logiciel que j'ai fait dans lequel j'ai des prénoms et des noms de personnes. Du coup, j'ai une personne qui s'appelle Alex, Morgan, Andrea, Rossi, Sacha Weber. Moi, ce que je veux, c'est envoyer ces données à l'intelligence artificielle de OpenAI et lui demander de me faire un prénom et potentiellement une nationalité de la personne. Du coup, je fais ça et je fais clic à bouton, analyser avec OpenAI. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'utiliser les cerveaux. Je suis en train d'utiliser OpenAI en dehors de ChatGPT. Et effectivement, il va faire son job. Même les cas qui sont un peu ambigus, il arrive quand même à faire la chose. Qu'est-ce que c'est que les prompt engineering? En fait, les prompt engineering, c'est le fait de se poser les questions. Comment est-ce que je structure ma demande à OpenAI? Et effectivement, puisque je ne vais pas les faire de façon incrémentielle, je ne vais pas les faire de façon itérative, il va falloir qu'au premier coup, ça marche.
Du coup, en fait, là, c'est mon fameux prompt. Il va falloir que je dise à OpenAI, tu reçois une liste de personnes, retourne uniquement en JSON, format, gender, langage doit être, et du coup, en fait, ça, c'est mon prompt. Pourquoi est-ce qu'on fait un prompt? Parce qu'en fait, on l'utilise une seule fois. Ce n'est pas moi qui va parler à OpenAI, c'est mon logiciel qui va parler à OpenAI. Et du coup, dans ces cas-là, il y a effectivement besoin que ça marche au premier coup. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle les techniques des prompt engineering. Et dans le monde des prompt engineering, il y a plein de techniques. Il y a ce qu'on appelle les zero-shot prompting, les few-shot prompting, et en fait, il y en a d'autres. C'est poser la question, comment est-ce que je peux faire un prompt qui marche une fois pour toutes? Et même, si vous allez voir un peu plus tard dans la formation, même si on fait un truc une seule fois, on n'a aucune assurance que ça va marcher une fois par toutes. Du coup, comprendre que les prompt engineering, c'est quelque chose qu'utilisent les développeurs, qui est différent de ce qu'utilise l'utilisateur dans des chats GPT, ça, c'est déjà un apprentissage en soi. Maintenant, si vous n'êtes pas développeur, ça ne vous concerne pas l'ingénierie des prompts. Si vous êtes utilisateur et que vous voulez faire d'utilisation des prompts sur ChatGPT et vous savez suivre une formation de prompting, vous savez certainement des questions. Est-ce que mon prompt, il n'était pas assez bon? Je viens de suivre des personnes que j'ai accompagnées, des entreprises que j'ai accompagnées la semaine dernière dans le nord de la France qui avaient suivi des formations en IA et en prompting. Et du coup, en fait, ils sont sortis de la formation un peu plus confus parce qu'ils se disent, en fait, finalement, mon prompt, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Ils se disent, je n'ai pas le temps de faire des bons prompts, je n'ai pas le temps de m'asseoir à réfléchir à faire un prompt. Et surtout, ils ont peur de mal utiliser l'IA. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est contre-productif. Faire des prompts, faire des formations à former à faire des prompts, c'est une fausse bonne idée. Parce que finalement, pour beaucoup d'entre vous, finalement, ce que ça fait, c'est que vous avez peur de mal faire. Vous avez peur de ne pas avoir les bons prompts. Vous avez peur de... Et sinon, si ça ne marche pas, vous vous dites, c'est peut-être de ma faute. C'est peut-être que j'ai mal prompté. Je vais vous montrer un exemple de comment on peut faire des choses. Je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire des prompts à la fois. Ce que j'appelle des méga prompts, ou on peut les faire de façon itérative. Je vais rédiger une courte histoire de science-fiction, mais je vous demande aussi, si vous avez un peu de temps, faites cet exercice chez vous, que vous voyez comment ça marche. Je vais faire une histoire de science-fiction dont le héros s'appelle Nicolas. Il y a une femme heureuse, inspirée de l'univers de Star Wars, et la morale, c'est qu'il faut écouter ses parents. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je vais sur une IA conversationnelle et je peux lui dire, tout simplement, rédige une courte histoire de science-fiction dont le héros s'appelle Nicolas. Ça doit être inspiré de l'univers de Star Wars. On a dit qu'il faut que la fin soit heureuse. Et il faut que la morale de l'histoire est qu'il faut écouter les parents. Du coup, il faut écouter les parents. Je peux donner toutes les instructions comme ça tout d'un coup. Et si vous savez déjà utiliser une IA conversationnelle, vous savez que ça marche. Ça va me faire une galaxie d'antennes, l'héros s'appelle Nicolas, on va voir s'il y a une fan heureuse, Nicolas il a souri, et il aurait dû écouter les parents. Du coup, ça marche de faire les choses comme ça. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ça marche aussi si je vais petit à petit, de façon itérative. Je peux lui dire, rédige une courte histoire de science-fiction. Je vous invite à faire cet exercice chez vous. Là, elle va faire une courte histoire de science-fiction. Je vais les laisser faire. Et une fois qu'elle aura fini, je vais préparer déjà ce que je vais lui dire. Les héros. Attendez. Là, ça bug un tout petit peu. Ah non, ça, c'est bon. Les héros doivent s'appeler Nicolas. Je lui ai demandé, les héros doivent s'appeler Nicolas. Je peux même l'arrêter. Les héros doivent s'appeler Nicolas. On va lui dire, ça doit être inspiré de l'univers de Star Wars. Je peux lui dire, il faut que la fin soit heureuse. Et la morale est qu'il faut écouter les parents. Pourquoi j'ai fait tout ça? Vous allez vous dire, mais finalement, en fait, je suis en train d'y aller à tâtons. Et c'est beaucoup plus rapide si j'ai les idées au clair et si je pose toutes les questions depuis le début. Alors là, effectivement, on arrive en galaxie lointaine, on a Nicolas,
Nicolas, il a compris qu'il est parent et il est heureux. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? C'est pour vous expliquer qu'en fait, quand on utilise ces logiciels d'IA conversationnelle, on peut y aller petit à petit ou on peut y aller avec un méga prompt. Les problèmes de nous, les humains, c'est que rarement on a toutes les idées au clair. C'est rare qu'on sache précisément exactement ce qu'on veut avant de les faire. L'approche itérative, ça consiste à y aller petit à petit. J'ai une idée, du coup, j'ai prompt, du coup, j'obtiens un résultat, j'analyse des résultats, ce qui me donne des nouvelles idées, du coup, je reprompt, j'obtiens des résultats, je réanalyse, ça me donne des nouvelles idées. Il n'y a pas qu'une façon est meilleure que l'autre de les utiliser. C'est que simplement, ce que je voulais faire montrer, c'est qu'on peut arriver au même résultat de deux façons de côté. On peut soit donner toutes les instructions tout d'un coup, si vous savez les idées au clair, ou on peut y aller petit à petit. Les problèmes, encore une fois, on n'a pas les idées au clair tous les temps. Et même si on avait les idées tout claires, même si on savait pertinemment ce qu'on veut, là, je vous mets dans les replays, vous allez voir, mais vous allez pouvoir trouver ces méga prompts. Je lui ai demandé d'être une intelligence artificielle expert en narration des science-fiction et je vais commencer à faire une histoire de science-fiction sur un personnage qui s'appelle Kaelis Varn. Et je veux qu'il commence par une citation fictive de l'univers d'un livre qui n'existait pas. Je prends tous ces prompts et je fais un nouveau chat. Comme ça, j'ai un contexte propre. Je lui demande de faire ça. Sans surprise, l'IA conversationnelle, elle va répondre à ma requête qui commence par la pluie qui se souvient. Toute mémoire est une mer sous la lune, effectivement. On va les laisser faire. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Et ça, je vous propose de faire cet exercice chez vous quand vous allez avoir le temps. Je vais l'arrêter parce que je ne m'intéresse pas forcément à tout. Je vais faire un nouveau chat et je vais copier les mêmes prompts, mot par mot, les mêmes, sans changer une virgule. Et là, vous allez voir que je vais avoir des trucs différents. Donc là, tout à l'heure, je ne vais pas les laisser finir. Tout à l'heure, j'étais sur la pluie qui se souvient. Là, je suis sur la mémoire des cendres. Je vous invite à faire cet exercice qui est déroutant. Quand je fais cet exercice en formation, les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas pourquoi. Un même prompt, sans changer une virgule, on n'a pas changé une virgule. Et les mêmes prompts, ça fait des résultats différents. Alors, les pourquoi est-ce que ça fait des raisons différentes? Je laisse souvent les gens en formation imaginer leurs hypothèses, essayer de comprendre pourquoi. Mais la vraie raison de pourquoi est-ce qu'on obtient des réponses différentes à chaque fois qu'on utilise un prompt, elle est parce que c'est probabiliste. Et du coup, je vais vous montrer tout à l'heure qu'est-ce que je veux dire par probabiliste, mais je vous mets au défi. Vous n'allez jamais pouvoir trouver, si vous faites 1000 fois les mêmes exercices avec 1000 prompts pareils, même si vous lui demandez comment commencer, vous allez obtenir 1000 résultats différents. Et ça, quand vous comprenez ça, vous comprenez comment les modèles de langage, ils calculent leurs réponses. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que vous complétez la phrase. Je vais vous donner un petit exercice. Du coup, dans les chats, je vais mettre un lien de participation. Du coup, je vais le mettre ici dans les chats. Je voudrais que chacun d'entre vous aille répondre. Alors, il y a absolument pas… Vous allez sur wooclap.com parler IA et vous allez répondre, compléter la phrase. Il était une fois une petite… Donc, je vais vous donner une petite minute que vous fassiez l'exercice. Je réponds, vous pouvez y aller sur WooClap et vous mettez les noms de l'événement Je parle IA, ou tout simplement, vous allez sur les liens que j'ai mis dans les chats. Et là, vous allez voir une question. Il était une fois une petite. Olga, est-ce que tu peux confirmer si tu vas sur wooclap.com, Je parle IA, ou sur les liens que je viens de mettre dans les chats, est-ce que tu arrives là où il y a la question? Ça marche. Du coup, je t'invite aussi à compléter. Et Virginie aussi, compléter. Je l'ai fait. Il était une fois une petite. Et à votre avis, qu'est-ce qui suit? La différence, c'est que moi, je connais les slides. Soyez pas rigolo, vous allez peut-être essayer d'être rigolo, mais essayez d'être vraiment qu'est-ce que vous pensez qui suit. Il était une fois une petite. Et alors, je vais voir vos réponses ici en temps réel. Alors, j'ai 12 réponses reçues. Avant de les voir, parce que je vous donne un tout petit peu le temps de voter. Et on va voir qu'est-ce que vous savez donner comme réponse. Il était une fois une petite, on a 15 réponses. Je pense que ça suffit, 16 réponses. Je pense que ça suffit, on va voir les résultats. Et alors pour voir les résultats, je pense qu'il faut y aller sur l'ISRS, enfin, on peut faire des nuages des mots.
Alors là, il était une fois en petite, et les plus grands, c'est souris. Les deuxièmes plus grands, c'est fille, mais il y a aussi princesse, il y a aussi histoire, il y a voiture. Alors, on va voir si j'avais bien les trucs. Avant de faire ces slides, avant de connaître votre réponse, il était une fois en petite. Alors, je mets une photo soit en princesse, soit une fille. Mais une souris, ça revient aussi. Alors, vous voyez qu'en fait, j'ai anticipé que les mots les plus probables, c'est soit en fille, soit en princesse. Même si souris aussi, ça revient souvent quand je pose cette question-là. Comment est-ce que j'ai pu savoir ça? Ce n'est pas parce que je suis un magicien, ce n'est pas parce que j'ai anticipé vos réponses, parce que c'est en fait tout simplement, c'est la suite logique qu'on connaît, parce que nous, on a grandi avec des histoires, voilà, les petites histoires qu'on raconte aux enfants. Il était une femme petite, ça peut être souris, mais c'est souvent en princesse. Alors, ça peut être aussi une petite voiture, une petite coccinelle, une petite maison. Tout ça, c'est valable. Et du coup, ce sont des questions qui sont absolument valables à nos réponses. Comment est-ce que fonctionne un modèle de langage? Comment est-ce qu'un modèle de langage génère du texte? En fait, c'est très simple. Si vous posez une question, il était une fois en petite, on ne sait pas ce que c'est. Les modèles de langage vont calculer les probabilités. Du coup, en fait, il va calculer par rapport à sa base de connaissances, il va calculer que la probabilité, c'est fille, princesse, souris, fait, maison. Il va redistribuer les probabilités en fonction d'un paramètre qui est invisible aux utilisateurs qui s'appelle la température. Et du coup, en fait, si on met une température qui est très basse, en fait, on va privilégier les mots qui sont les plus probables. Si on met une température qui est plutôt haute, la température, ça va de 0 à 2. 0, c'est le minimum, 2, c'est le maximum. On va plus ou moins lisser les probabilités. On va dire qu'on a pris les 32, 25, 18 et 15. On va dire qu'on a pris une haute température. Il y a une stratégie qui s'appelle les top K. C'est-à-dire qu'on va conserver que les K meilleurs candidats. Si K est égal à 3, ça veut dire que je vais conserver que les 3 meilleurs résultats. Du coup, là, on va dire que c'est fille, princesse et souris. Et on va renormaliser les distributions des probabilités pour que la somme de ces valeurs atteigne 100%. Ça veut dire que je vais transformer fille, princesse et souris en fille, princesse et souris avec 43, 33 et 24. Il y a une autre technique qui s'appelle top P. Et top P, on peut aussi les faire en plus de top K ou un remplacement de top K. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire suffisamment de mots pour atteindre une probabilité de 70%, par exemple. Et du coup, en fait, on va faire une somme et jusqu'au moment où on est arrivé à 70%, on va prendre que ces noms des mots. Et on va renormaliser les distributions pour que ces valeurs atteignent 100%. Qu'est-ce qu'on fait après? En fonction des distributions choisies, qu'on ait choisi top K ou top P, on va dessiner une barre, si vous voulez. On va les mettre sur une barre. On va tirer un chiffre au hasard, entre 0 et 1. On va dire que c'est par exemple 53. Et bien, si 53, ça tombe là, ben, en fait, c'est princesse. Si ça avait tombé ici, ça aurait été souris. Si ça avait été fille, ça aurait été fille. Et c'est comme ça qu'un modèle de langage choisit les prochains mots en une phrase. On a défini que c'est princesse. Ben, en fait, on les met ici. Et on continue. Du coup, il était une fois en petite princesse et on recommence. Et on recommence à calculer les prochains et les prochains et les prochains. À chaque fois qu'un modèle de langage est calculé allemand, tous ces calculs se font. Et ils se font tous les uns après les autres. C'est à une vitesse incroyable et c'est une prouesse de la programmation classique, de la programmation qu'il y a aujourd'hui. Et on commence à nouveau. J'ai un petit logiciel que j'ai fait en ligne qui s'appelle Token Lab. Du coup, c'est sur mon site web. Vous pouvez les trouver si vous allez sur MLab, notre site web, et que vous allez sur la partie ressources. Si vous allez sur notre site mlab.ai, vous allez sur la partie ressources, il y a un brique qui s'appelle Token Lab. Et sur Token Lab, vous pouvez voir de vos propres yeux comment est-ce qu'un modèle de langage calcule allemand. Alors, nous, je demande aux utilisateurs de mettre une clé API de OpenAI. Pour ceux qui savent, vous pouvez aller sur la plateforme des développeurs et créer une clé. C'est ce que je vais faire ici. Par contre, pour ça, il faut une carte de crédit. Alors, je ne vais pas garder votre clé. Je vais juste l'utiliser ici pour que les gens puissent faire des tests. En tout cas, cet outil, c'est plus pour moi quand j'ai fait des formations, plus que pour les gens. Et là, vous voyez que je peux jouer avec la température, que je peux jouer avec les top P, que je peux jouer avec les top K, que je peux choisir les embeddings. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un embedding. Je peux choisir les modèles, parce qu'en fait, on peut parler à plein de modèles différents. Et là, on va dire, il était une fois une petite, et je vais lancer les textes. Du coup, qu'est-ce qu'il fait OpenAI? En fait, OpenAI, il va casser il était une fois en petite en ce qu'on appelle des tokens.
Chaque token, en réalité, c'est ni plus ni moins que des valeurs mathématiques. On appelle ça des embeddings. Chaque token, c'est un embedding. Chaque token, c'est un embedding. Et avec tous ces chiffres, OpenAI va calculer la suite. Dans mon cas, c'était fille, un petit garçon, une maison, et puis il continue son truc. Mais alors, vous voyez que chacun de ces tokens, en fait, en réalité, c'est plein de valeurs mathématiques qui est calculé. Les intelligences artificielles conversationnelles, c'est ni plus ni moins que des équations mathématiques qui prennent des chiffres en entrée et qui calculent des chiffres en sortie. Mais il y a un grand aléatoire. Les modèles, ça joue. La température, ça joue. Les top P, ça joue. Les top K, ça joue. Et tout ça, ça joue dans qu'est-ce que fait, comment est-ce qu'un modèle de langage calcule la réponse à un texte. C'est pour ça que j'ai dit qu'apprendre à prompter, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, votre prompt, les fameux prompts que vous travaillez, c'est que la partie émergente de l'iceberg. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les travailler. Si vous savez les idées au clair, c'est très bien. Mais en fait, vraiment, c'est la partie émergente de l'iceberg. Derrière, il y a les instructions système, développeur, on n'a même pas parlé de ça. Il y a tout l'historique de la conversation, tout ce qui a été dit et tout ce qui a été parlé. Il y a la mémoire, il y a les préférences, il y a les contextes externes, la date, les fuseaux horaires. Ça peut être ou pas injecté. OpenAI fait des choses un peu différemment d'Anthropic. Il y a les top K, les top P, la température. Et en plus de ça, il y a un grand aléatoire qui fait qu'à chaque fois qu'on va parler à un modèle de langage, même avec un prompt, pareil, vous allez avoir des réponses complètement différentes. Alors, pour un utilisateur, vous vous dites, mais à quoi ça sert de comprendre tout ça? À quoi ça sert de comprendre tout ça? C'est un détail des geeks. Ben, je veux dire, ce n'est pas un détail des geeks. Quand vous comprenez tout ça, ça peut vous arriver ce qui m'est arrivé à moi. Moi, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une image des Batman déprimés dans son salon qui cherchent du travail. La première fois, la réponse est « Nous sommes désolés, mais l'image créée est susceptible d'enfreindre nos règles. » Voilà. Je demande une deuxième fois. Les mêmes prompts. Je n'échange rien. La même réponse. Un utilisateur lambda, il s'est dit, mais en fait, voilà, ça ne fait pas. C'est peut-être parce que Batman, c'est copyright, parce que droit d'auteur, etc. Moi, j'essaye une troisième fois avec les mêmes prompts, les mêmes jours, juste 2 minutes après, et là, ça marche. Et alors, c'est ce que je vous dis. Tout ce que je suis en train de vous dire de comment fonctionnent les modèles de langage, ce n'est pas un détail technique. Quand vous comprenez ça au fond de vous, vous êtes un utilisateur qui est capable de faire ça. Et du coup, avec les mêmes prompts, vous n'êtes pas surpris qu'une première fois, ça ne marche pas, et une deuxième fois, une troisième fois, ça marche. Aujourd'hui, je vois qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où les gens, il y a une religion autour des prompts. Et du coup, c'est un peu comme à l'âge des cavernes. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les modèles de langage. À l'âge des cavernes, on ne sait pas comment est-ce qu'il pleut, pourquoi il pleut. Du coup, les gens, ils commencent à se mettre à faire de la danse de la pluie. Et du coup, une fois ça a marché, ils se disent, faut peut-être marcher comme ça pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, la plupart des gens ignorent comment fonctionnent les modèles de langage. Ils ignorent tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, en fait, on est un peu comme à l'âge des cavernes, en train de dire, pour que ça marche, il faut que j'utilise un mot. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a eu un problème avec moi. Or, si ça n'a pas marché, c'est tout simplement parce que ça n'a pas marché. Et il y a plein de raisons derrière qui font que. C'est pour ça que nous, on croit que c'est très intéressant et très important, et ce n'est pas un détail des geeks, comprendre comment fonctionnent les IA. Comprendre les IA, comment est-ce qu'ils fonctionnent pour mieux les utiliser, ce n'est pas du tout la même chose que rédiger des bons prompts. C'est complètement différent. Et ça fait partie des choses que nous, on enseigne. Alors nous, on croit que comprendre tout ça, ça s'appelle parler IA. Parler IA, c'est plus que savoir prompter. Parler IA, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne derrière, pour que moi, je puisse mieux l'utiliser. Parler IA, c'est pour tout le monde. Nous, on a un objectif d'enseigner l'IA, ce n'est pas seulement pour les data scientists, ce n'est pas seulement pour les ingénieurs. On est absolument convaincu que ça s'apprend par la pratique. Là, vous êtes dans le cadre d'un webinaire, vous êtes venu me voir. Mais si vous me prenez en formation, si un jour vous avez la chance de faire une formation avec nous, c'est vous qui allez faire des choses et les formateurs, ils ne parlaient pas. Les formateurs, ils s'étaient et ils voulaient faire d'expérience. Là, je vous ai donné un échantillon d'une formation qu'on fait. Et toutes nos formations sont conçues par nous, sont méthodologiques que nous, on utilise et que personne d'autre, on n'a pas emprunté. On a développé nos propres méthodologies. On fait toujours des groupes de maximum 10 personnes parce qu'on favorise des échanges et on favorise les contacts avec les personnes. On a des formations pour les particuliers. Alors, je vous laisse la liste. Vous pouvez prendre une capture d'écran si ça vous intéresse ou aller sur mlab.ai, notre site web. Et on a aussi des formations et des prestations pour les entreprises. On a des ateliers ludiques, des formations, des conseils, etc. Du coup, là, je m'arrête et je vais laisser la main à Virginie. Je pense que j'ai dépassé un tout petit peu mon temps en partie. Je vais te laisser la parole, Virginie.
Il faut allumer les microphones, Virginie, tu l'as éteint. Oui, mais je ne pouvais pas partager l'écran en même temps que je partageais le. Il me demande de choisir entre partager l'écran ou partager ou mettre le son. Voilà. Du coup, je reprends ici. Merci, merci Camilo. Sur la suite, l'IA, c'est ancien en fait. Moi, ça fait 23 ans et demi maintenant que j'en fais et il y en a partout en réalité. Et souvent, les entreprises se concentrent aujourd'hui sur l'IA générative, mais il n'y a pas que l'IA générative. Il y a plein d'autres formes d'IA qui existent. Et si on regarde un téléphone avec les applis qui sont dedans, en fait, que ce soit Netflix, Amazon, Waze ou autres, ils utilisent tous l'IA à un endroit donné dans ces applications, dans Spotify, dans Duolingo même pour vous apprendre les langues, ou en tout cas essayer de vous apprendre les langues. Il y a de l'intelligence artificielle. Donc quand une entreprise se dit qu'elle s'intéresse à l'intelligence artificielle, il ne faut pas se limiter toujours à l'IA générative, ce qui fait plein de choses super bien hein, et qui aide beaucoup. Mais il y a aussi des IA plus classiques, on va dire plus anciennes, qui font pas mal la donne. J'ai même eu un client un jour qui m'a dit moi, je veux pas de système expert parce que c'était à la mode dans les années 70. Et si, en fait, si c'est ce qui est le plus adapté pour vous, je vois pas pourquoi on ne ferait pas de système expert, même si c'était à la mode dans les années 70. Ça ne change pas. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la moitié des entreprises, alors celle-là, enquête, elle est plus gentille que celle du MIT dont vous a parlé Olga. Elle dit qu'il y a plus de la moitié des entreprises qui n'ont pas dépassé le stade des expérimentations, mais on a quand même 30% des déploiements qui sont des déploiements ciblés, c'est-à-dire qui ont été juste faits pour une équipe, pour un département ou ce genre de choses, et il n'y a que 21% des entreprises qui ont déployé de manière généralisée de l'IA. Donc ce chiffre, il provient d'une étude qui s'appelle le Baromètre national DSI Data IA. Je vous invite à aller le chercher, il a été fait par un consortium qui s'appelle DaVinci Doc. Donc comme le DaVinci Code, mais doc à la place de code, et qui est assez bien et qui possède pas mal d'informations. Et du coup, c'est aussi quelque chose, les entreprises flippent. Aujourd'hui, moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises qui me disent oui, mais on est en retard. Visiblement, pas plus que la majorité des entreprises qu'on croise en France aujourd'hui. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire quand une entreprise elle veut utiliser de l'IA, souvent elle se dit attention, ça va disrupter mon entreprise. Si je ne fais pas d'IA, dans 5 ans, j'aurai complètement disparu. Non, en fait, la plupart du temps, ce qu'on va faire avec de l'IA, c'est optimiser des processus qui existent déjà. Des fois, on va créer des nouveaux processus, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, encore plus rarement, on va créer des nouveaux business models. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne, que je travaille dans l'IA, hein, ça fait 23 ans et demi, et dont d'accompagner pas mal d'entreprises et des nouveaux business models, j'en ai pas croisé beaucoup en fait dans ma carrière. Et peut-être que de temps en temps, il y aura une disruption d'entreprise. Mais ça, c'est très, très rare. Et il ne faut pas attendre d'avoir trouvé l'idée qui va disrupter votre entreprise pour se lancer. Il faut se dire, déjà, optimiser les processus, c'est déjà génial. En fait, si on peut optimiser un processus, faisons déjà cette première étape. Peut-être qu'on en trouvera des nouveaux, peut-être que, mais voilà. Concentrons-nous sur ce qui est déjà atteignable et ce qui est faisable. Et la disruption n'est pas forcément l'objectif de tout ça. Et quand on arrive en entreprise, la première question qu'on pose souvent, c'est pourquoi vous voulez mettre de l'IA? C'est quoi vos enjeux? Et il y a des entreprises qui ne savent pas, en fait. Elles sont en mode, on nous a dit qu'il fallait mettre de l'IA, mais on ne sait pas pourquoi. La question, c'est pourquoi vous voulez mettre de l'IA? Est-ce que c'est pour gagner du temps? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour une image de marque? Est-ce que c'est pour mieux recruter? Est-ce que c'est pour mieux conserver vos employés? Enfin bref, il y a tout un ensemble de cas d'usage potentiels et les solutions qui vont être proposées, ça ne sera pas forcément les mêmes en fonction de ces enjeux. Donc déjà, soyez au clair, c'est quoi vos enjeux? Moi, j'ai des entreprises, le seul enjeu de la personne qui nous appelle, c'est qu'elle a un objectif dans son entretien annuel qu'elle doit avoir déployé de l'IA pour avoir une prime. Ce n'est pas un objectif qui va faire que ça va marcher, en fait. Donc, essayez de bien être au clair avec c'est quoi vos enjeux que vous avez dans l'entreprise. Quand vous avez défini ces enjeux et que vous savez, donc les enjeux, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est entre 2 et 4. Quand vous avez défini ces enjeux, il faut aussi comprendre ce que fait l'IA. Et même si vous ne voulez pas déployer vous-même de l'IA, faites gaffe pour vous en protéger. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle peut être attaquée par l'IA, même si elle n'a pas fait de projet IA. Par exemple, ici, vous avez des tickets de parking. Vous allez me dire, c'est évident que le ticket, là, c'est un faux, puisque c'est marqué 35 juin 2025 comme date, si vous avez le temps de le lire. Mais bon, déjà,
dans une note de frais rapidement, vous ne le verrez pas. Et surtout, il n'y en a aucun des deux qui est vrai, en fait, puisque dans les deux cas, ce sont des faux tickets que j'ai obtenus avec un prompt dans ChatGPT. La différence, par contre, avec mon vrai ticket, c'est que j'ai changé la date et j'ai changé le montant. Je l'ai fait passer du 24 juin au 25 et de 20 € à 30 €. Donc, en fait, j'ai pu tricher, j'ai pu rajouter 10 € et j'ai pu faire passer une note de frais d'un truc qui a eu lieu le dimanche sur le lundi. Donc, même si vous vous y intéressez pas parce que vous ne voulez pas déployer des choses, intéressez-vous au sujet pour vous en protéger, quoi qu'il arrive, en fait. Et donc, du coup, ensuite, l'étape après, une fois que vous avez compris un peu ce qu'est l'IA, c'est maintenant, on va faire quoi chez nous? La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver des tâches, puis on va les analyser, on va évaluer les projets et faire des recommandations sur la durée. Donc, par rapport à l'erreur que disait Olga, hein, de bien penser sur la durée et de ne pas penser très court terme. Et ça ne s'arrête pas dans 6 mois. Ce n'est pas dans 6 mois, j'ai déployé l'IA, c'est fini, je peux plier le sujet et arrêter là. Et donc, pour trouver les tâches potentielles, ma méthode que j'amène en atelier, ça s'appelle les 3 C. Donc, les 3 C, c'est qu'on cherche tout ce qui est chronophage, où on peut obtenir un gain de temps, tout ce qui est compliqué, qui est à risque d'erreur pour obtenir un gain de qualité, et tout ce qui est chiant pour obtenir un gain de valeur par rapport à la personne qui fait le travail. Non, mais je vais bientôt, hein. Le temps de Il y a terminer, quelqu'un qui a c'est laissé son roulant. micro. Voilà. Je vais m'en occuper, Virginie, pardon. Merci. Et du coup, ces 3 C, ce qui est chronophage, compliqué et chiant, en fait, c'est là qu'il faut chercher des cas d'usage de l'IA. Ce n'est pas là où il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, si vous n'avez pas de problème, pourquoi vous voulez mettre une solution? Si vous voulez mettre une solution avec de l'IA pour changer les choses, faut qu'il y ait un problème. Donc, on commence par déterminer les problèmes. Et ces problèmes-là, ils sont déterminés par les gens qui font le travail. Ce n'est pas la direction qui va pouvoir dire ce qui est chiant, c'est ça. En fait, elle n'en a aucune idée. Et c'est ce que je vois dans les ateliers qu'on mène. Quand des fois, il y a des dirigeants qui sont dans les ateliers ou des responsables, des fois, ils n'ont pas de notion du tout du temps que ça prend vraiment. Et des fois, ils se disent « Ah, mais ça, c'est bien et tout, c'est intéressant à faire. » Et les employés, ils disent « Pas du tout, c'est pas du tout intéressant ce truc. Moi, j'ai pas envie de le faire en fait. C'est chiant, ça me prend trop de temps, c'est compliqué, ça demande de vérifier plein de fois et ainsi de suite. Donc vraiment, partez déjà de la base, partez des points où il y a des besoins avant de faire le reste. Et ensuite, c'est pas parce que ça correspond à ces 3 cases qu'il faut forcément mettre de l'IA. Souvent, les gens veulent mettre de l'IA aujourd'hui parce que c'est à la mode, mais en fait, si vous pouvez vous passer d'IA, passez-vous d'IA. L'IA n'est utile que là où le code classique ne permet pas d'aller plus loin. Et donc cette phrase, cette citation, je l'aime beaucoup, elle est d'Abraham Maslow, c'est celui qui a fait la pyramide de Maslow avec les besoins qui vont des besoins primaires jusqu'à la reconnaissance et tout ça. Il a fait d'autres choses que la pyramide. Il a fait aussi la loi de l'instrument. Donc la loi de l'instrument dit « Je suppose qu'il est tentant, si le seul outil dont vous disposez est un marteau, de tout traiter comme s'il s'agissait d'un clou. » Ça signifie qu'en fait, vous risquez d'avoir un biais par rapport au fait que vous connaissez un outil et vous savez qu'il y a un outil sur le marché, de voir tous les problèmes comme étant des problèmes liés à cet outil-là. Et ce n'est pas le cas. Et généralement, quand on remonte toutes les tâches qui sont dans les 3 C, ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, il y a 1/3 de ces tâches qui peuvent être résolues par IA et 2/3 où ce n'est pas l'IA qui est la réponse. C'est peut-être une réorganisation du processus, c'est peut-être de l'automatisation, c'est peut-être des choses comme ça, mais l'IA ne sera pas la réponse. Donc, il y a 1/3 des cas où, sur ces 3 C, c'est l'IA qui va aider, qui va pouvoir servir. Et donc, il faut évaluer ces projets. Et donc, si le projet, on a trouvé une tâche qui était à la fois à gain de temps et à gain de qualité, donc elle est chronophage et compliquée, on va regarder quel est son impact dans l'entreprise et quelle est sa complexité. Alors, l'impact, ce n'est pas financier, pas toujours en tout cas. Ça peut être financier, mais c'est rarement le cas. Parce qu'en fait, quelqu'un à qui vous faites gagner 2 heures dans sa journée, vous n'allez pas le licencier pour 2 heures, vous n'allez pas le passer à temps partiel 6 heures sur 8 par jour, en fait. Ce qui va se passer, c'est que cette personne, elle va pouvoir faire d'autres tâches. Et peut-être que ces autres tâches qu'elle va avoir le temps de faire, qu'elle n'a pas le temps de faire sinon, ça va peut-être augmenter la qualité de la production. Ça va peut-être augmenter la satisfaction des clients. Ça va peut-être augmenter d'autres choses qui ne sont pas, du coup, financiers. Donc, réfléchissez à l'impact, non pas seulement en termes de financier, mais en termes de quelle est la métrique que vous pensez améliorer avec ça. Et une fois que vous avez défini la bonne métrique, là, vous pourrez la mesurer. Ça peut être le nombre d'appels, ça peut être la moyenne des notes des clients sur un site où ils vous notent, ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, imaginez
quel est l'impact que vous visez, et il peut être plus ou moins fort en fonction des sujets. Et la complexité, elle, c'est la complexité du sujet IA qui est derrière. Est-ce que c'est facile à faire ou pas? Donc, il y a grosso modo 4 cases. Si vous êtes en bas à droite, ça a un fort impact et c'est facile à faire. C'est ce qu'on appelle les quick wins. La plupart du temps, il s'agit de prendre des licences pour un outil qui va vous permettre de faire ce que vous voulez faire ou de créer des assistants, des choses comme ça avec des LLM et autres. Donc, c'est assez simple à faire. Pourquoi ne pas le faire? J'ai envie de dire, ça, c'est un petit peu les priorités. Au-dessus, on a les projets. Les projets, ils sont un peu plus complexes. Ça veut dire que vous n'aurez pas forcément les moyens en interne de le faire. Peut-être qu'il va falloir mettre un prestataire sur le coup pour le faire. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aller rechercher des nouvelles compétences, des choses de ce type-là. Donc, en tout cas, il faut un budget. Même si vous le faites en interne, il va peut-être falloir un budget, une organisation, un chef de projet, un calendrier. Enfin, ça va vous demander un peu plus d'efforts que juste je sors la carte bleue, je prends une licence et c'est fini. Les cases qui sont à gauche, pardon, c'est en haut, il y a peu d'impact et c'est compliqué à faire, on verra plus tard. Et en bas, il y a peu d'impact et c'est pas compliqué à faire, mais comme c'est pas compliqué mais qu'il y a peu d'impact, c'est peut-être pas prioritaire par rapport à ce que vous voulez faire. Et cette évaluation, elle est à refaire très régulièrement parce qu'en fait, l'impact peut changer parce que l'entreprise se modifiant, quelque chose qui avait peu d'impact aujourd'hui, peut-être que ça en aura beaucoup plus demain ou le contraire. Parce que comme vous changez vos process au fur et à mesure avec l'IA, il y a des choses qui vont changer d'impact. Et la complexité, elle a tendance à baisser, voire à chuter. J'ai fait des projets de NLP, donc de traitement du langage naturel, avant les LLM. C'était des projets qui étaient quasiment des projets de recherche à partir du moment où il y a eu BERT qui est sorti. Donc BERT, on est en 2018. En 2018, il y a eu un outil de Google qui nous a permis de faire ça beaucoup plus facilement. On est passé de la recherche au projet, mais on était quand même sur des projets assez complexes. Et puis, ChatGPT est apparu et on est passé sur le quick win parce que maintenant, le même sujet, il est hyper facile à faire. Mais du coup, c'est tombé au cours du temps. Et donc, des choses qui aujourd'hui sont trop compliquées à faire, dans 6 mois, dans 1 an, ça peut changer parce que l'IA change très, très, très vite. Il y a des choses, il y a 1 an, je disais à mes clients, c'est pas possible. Aujourd'hui, je leur dis, c'est possible. Allons-y, faisons-le, quoi. Donc, il faut réévaluer cette roadmap régulièrement. Et du coup, on en déduit une roadmap. Mais attention, une roadmap IA, le long terme, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. J'ai des industriels, ils ont une roadmap à long terme à 10 ans, parce que dans l'industrie, c'est à peu près le rythme qu'on a pour du long terme. Dans l'IA, déjà, 1 an, c'est loin. 2 ans, c'est le bout du monde du futur. Donc, allez pas plus loin derrière. Alors, je suis dans une salle qui s'allume et s'éteint. Je ne sais pas si à la caméra, ça se voit, mais elle a décidé de se rallumer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et puis, la première chose aussi à faire, c'est la gouvernance et l'organisation. C'est important de prévoir un petit peu un cadre autour de tout ça. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme cadre? Vous pouvez mettre un comité IA qui va peut-être prioriser les sujets, voir ce qui se passe, faire de la veille, et ainsi de suite. Avoir une politique, c'est-à-dire une charte IA qui a été écrite, qui définit les risques, qui communique les risques auprès des employés, qui aussi va vous permettre d'agir, de définir des outils autorisés ou pas. Trouver un sponsor, quelqu'un le plus haut possible dans l'entreprise, qui va soutenir cette approche. Faire un registre de tous les cas d'usage. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui était dans mes 3C. Avoir ce registre-là. Faire l'évaluation d'impact. Alors l'évaluation d'impact, c'est l'impact sur les humains, sur le travail, sur les postes, sur la modification des compétences de vos employés. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact qui est demandé à la fois par la IAC, donc le RIA en français, et par le RGPD. Et puis, peut-être qu'il y a aussi des normes à mettre en place, des référentiels, de la conformité. Donc là, aujourd'hui, vous voyez un petit peu tous ces éléments de gouvernance, à quel point ils sont utilisés en entreprise. On voit que la politique écrite et le comité IA, 1/3 des entreprises l'ont mis en place. Pour le reste, c'est beaucoup plus faible. J'ai envie de dire, mettez-les en place. Alors, c'est toujours issu du même baromètre Data IA. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que l'adoption, en fait, elle va augmenter grâce au nombre d'éléments de gouvernance que vous aurez mis en place. Donc, s'il n'y a pas de gouvernance, vous baissez votre adoption. La seule petite exception, entre guillemets, c'est que quand il n'y a pas de cadre, il y a une certaine adoption qui se fait naturellement. Et le premier élément de gouvernance que vous mettez en place, vous allez voir une baisse d'adoption. C'est normal. Les gens prennent peur en se disant « Ouh là là, c'est plus interdit, je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire ». Généralement, le premier élément, en plus, c'est la charte IA. Donc, la charte IA, elle a un petit effet un peu de
ralentissement, mais pour remonter tout de suite après. Dès que vous remettez un deuxième élément de gouvernance, hop, le score d'adoption, il remonte et puis il continue d'augmenter au fur et à mesure que vous mettez des éléments de gouvernance parce que les gens se sentent plus encadrés, plus en sécurité, ils savent où ils peuvent aller, où ils ne peuvent pas aller et du coup, ça marche beaucoup mieux en fait. Voilà. Donc, mettez en place cette gouvernance, c'est important. Un petit point aussi, si vous avez besoin d'un budget, sachez qu'il existe des aides. Par exemple, l'aide de BPI France, donc je suis moi-même experte BPI France, ce qui me permet de faire pour mes clients des diag data IA sur lesquels il y a 40% de prise en charge actuellement. C'est-à-dire qu'il y a 60%, c'est l'entreprise qui paye, 40% c'est l'État via la banque BPI qui prennent en charge, et Osélia, puisque c'est soutenu par toute le plan de financement France 2030, le plan Osélia, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une volonté de l'État de vous aider, donc vous pouvez trouver des aides. Donc, vous avez cette aide-là, vous avez aussi des aides des CCI, mais ça dépend de votre département, puisque du coup, ça sera local. Donc, en fonction du département où vous êtes, les CCI n'ont pas les mêmes aides. Et vous avez des aides des OPCO. Donc, les OPCO, c'est tout ce qui va vous aider à faire la formation de vos employés. Vous pouvez utiliser les OPCO parce que certains OPCO, en particulier l'OPCO 2I, qui est celui des industriels, proposent des plans de financement sur la montée en IA des entreprises françaises. Donc, renseignez-vous. BPI France, les CCI, les OPCO et des fois certaines municipalités aussi ou départements peuvent avoir des aides particulières. Donc en tout cas, faites-vous accompagner, faites-vous aider et montez vos projets. Il ne faut pas que ce soit le financement qui soit un problème sur vos projets. Du coup, Camilo, je te laisse la main pour la suite. Oui, merci beaucoup Virginie. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Est-ce que vous m'entendez, Olga, Virginie? Oui, tout est parfait, oui, tout est bien. Merci beaucoup Virginie d'avoir parlé de cette. Effectivement, nous, au cabinet de formation aussi, on travaille beaucoup avec les OPCO. Du coup, les OPCO, c'est vraiment, c'est comme les CPF, mais des entreprises. On a l'habitude de travailler, de faire des financements pour les formations, pour accompagner les entreprises. On va vous donner 2 exemples. Je vais commencer moi-même par vous donner un exemple concret de qu'est-ce qu'on fait en IA. Comme ça aussi, vous pouvez vous projeter. Je vais vous parler d'une petite entreprise et Virginie, après, va vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec une grande entreprise. Comme ça, vous voyez qu'en fait, peu importe la taille de l'entreprise, finalement, un peu les choses sont les mêmes. Que ce soit aussi Virginie et son cabinet ou nous avec les nôtres, on fait les choses et Olga elle rebondira sur les 4 raisons, les 4 secrets. C'était les titres de l'atelier. Alors déjà, je vais vous donner un exemple concret d'accompagnement que j'ai fait la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Alors, je ne vais pas donner les noms, mais c'était une société qui vend du matériel médical. Et du coup, j'ai accompagné cette entreprise. Du coup, c'est une entreprise qui vend du matériel médical. Vous voyez les couches, les fauteuils roulants, tous ces trucs-là. Et la personne qui travaillait sur ça, vous voyez qu'elle a 2 PC. Et pourquoi elle a 2 PC? Parce qu'en fait, sur un PC, elle a l'ERP de son entreprise dans lequel il va mettre ses coordonnées, les coordonnées du client, il va passer les commandes, il va faire les choses en interne. Et ce que je constate aussi à accompagner les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui travaillent sur des logiciels qui sont très vieux, qui ont été développés il y a 30 ans et qui ne sont pas cloud. Et du coup, voilà, il y a ça. Mais en plus de ça, elle a une plateforme dans son PC à côté. Et c'est une plateforme cloud dans laquelle elle passe ses commandes, elle passe ses commandes des matériels. Le problème, c'est que ces 2 systèmes ne sont pas forcément reliés. Et du coup, vous savez, un produit X qui a un coût de 45,99 €, et ça, c'est les vrais prix, parce que c'est en ligne, mais dans sa plateforme, les prix, il est à 42 €. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La pauvre femme, elle doit faire, une fois qu'elle passe les commandes, elle doit aller regarder un par un si les produits étaient bons, si les prix n'étaient pas bons. Elle s'est organisée avec des feuilles, elle a imprimé des feuilles, etc. Et c'est extrêmement pénible. Du coup, la question, après qu'on a fait les premières analyses, comprendre vraiment les besoins et vraiment définir la chose, c'est est-ce qu'on ne peut pas nous permettre à l'IA de vraiment harmoniser les systèmes et que les prix unitaires soient les bons. Alors, on ne peut pas connecter les 2 systèmes, et ça, on a contacté les éditeurs, et ça dépasse les cadres de notre prestation. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une interface qui va faire des exports. Et du coup, en fait, si on fait un export du premier système et on les balance ici, on fait un export de la commande qui a été passée, on les balance ici. Nous, on a fait un logiciel sur mesure en moins d'un après-midi de travail qui prend la référence du produit, les prix
côté première plateforme, les prix côté deuxième plateforme. Elle fait des écarts. En plus, nous intéressait, c'est les écarts de plus de 10 centimes. Parce que si c'était moins de 10 centimes, ça ne nous intéressait pas. Et on a fait ces logiciels. Et on l'a fait en moins d'un après-midi. Un logiciel sur mesure qui était capable de prendre les deux exports, les comparer et sortir ça. Ça, rien que ça, c'est un gain de temps pour cette personne-là. Alors, puisque je suis cabinet de formation, on ne s'est pas contenté de faire les logiciels. C'est la personne qui a fait les logiciels. Du coup, là, vous voyez qu'on passe dans un mode, c'est pas moi qui fais un truc qui est obscur et après, tout dépend de moi. C'est nous, dans nos formations et dans nos prestations, on valorise l'indépendance et l'autonomie. On a appris à cette personne à faire ces logiciels pour qu'elle puisse aussi lui apporter des modifications et lui rajouter des fonctionnalités toute seule en autonomie, sans nous. Du coup, ça, c'est partie des choses qu'on fait. Oui. On ne voit plus ton écran, par contre. Ah, vous ne voyez pas mon écran. Mais en tout, attendez, moi, je repartage. Je repartage. Ah, Olga, elle est en train de présenter. Ah, c'est Olga c'est celui d'Olga qu'on voit. Bah, je vais représenter, attendez. Mais en tout cas, j'ai fini. Bah, je vais représenter juste pour finir sur un slide. Mais du coup, en fait, vous voyez que ça, c'est les types des prestations que nous on fait. C'est un truc très concret pour une petite entreprise. Du coup, une plateforme qui est capable de valider les deux, les comparer et faire ça. Et c'est la personne qui a fait ça. C'est alors une petite entreprise. Maintenant, je te laisse parler, Virginie. Je vais arrêter mon partage et je te laisse partager ton use case sur des grosses entreprises. Hop, partager tout l'écran. Hop, voilà. Alors, le cas dont je vais vous parler, c'est pour le coup, celui-là, c'est un organisme public. Souvent, on se dit oui, mais le public, ils avancent moins vite que le privé. Ce n'est pas forcément le cas. En fait, on a des clients publics, on a des clients privés. Et en fait, là, c'est un organisme qui existe dans tous les départements. Donc, qui existe à l'échelle nationale, qui a qui a des centaines d'employés par département. Hein, donc, il y a des dizaines de milliers d'employés au total quand on fait le total sur l'ensemble des départements français. Et du coup, le déroulé qui a été fait, c'est celui dont on a parlé avec Camilo. D'abord, on a commencé par acculturer les managers et le CODIR pour leur expliquer déjà ce qu'était l'IA, ce que ça faisait, ce que ça ne fait pas, quels sont les enjeux, c'est quoi que vous pouvez en attendre, des choses comme ça. Et ensuite, il a fallu former les employés, pas qu'à savoir prompter, hein, mais à utiliser l'IA, à savoir un peu ce que ça voulait faire. Comme s'il y a des centaines d'employés, donc dans le département où nous, on a travaillé, qui était un projet pilote, on n'a pas pu former tout le monde. Enfin, ça coûterait trop cher à l'entreprise de faire former tout le monde par des formateurs extérieurs, même avec des aides. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a formé leurs ambassadeurs. Donc, en fait, c'est un bon moyen aussi de déployer l'intelligence artificielle à l'intérieur d'une entreprise, c'est d'avoir des ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs sont formés par quelqu'un extérieur potentiellement, et ces ambassadeurs vont former les collaborateurs. Donc, il y a eu des centaines d'employés qui ont été formés grâce à ces 12 ambassadeurs qui ont fait pas mal de travail, qui ont fait beaucoup de sessions avec une douzaine de personnes max à chaque session. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de sessions et qui ont bien travaillé sur ça. Et puis, en parallèle de ça, il y a eu une mise en place d'une gouvernance avec l'écriture d'une charte qui a été validée, qui a été déployée en même temps que le déploiement d'un LLM basique pour tout le monde. Et puis, surtout, à côté de ça, il y a eu un diagnostic qui a été fait, qui a permis de sortir des cas d'usage. Il y a 6 cas d'usage qui ont été priorisés à l'issue du diagnostic, qui sont passés en POC, qui ont été du coup priorisés et déployés, qui ont été déployés localement et qui ont été déployés ensuite à l'échelle, parce qu'en fait, il y en a un qui a été reconnu comme étant déjà, alors qu'on a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été reconnu comme très utile pour toute la France et qui a été déployé nationalement. Donc, le petit département a finalement fait mouche plus grand que lui. Et aujourd'hui, du coup, comment dire, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas dire le nom, alors c'est ça qui est compliqué. Tous les bureaux de cet organisme public utilisent cet outil-là puisqu'il a été déployé et les autres sont encore en cours de manière à être déployés aussi prochainement. Donc en fait, ça a réussi, ça a bien pris. Il y a plein de choses qui se passent maintenant dans cet organisme public. Donc être du public, ce n'est pas un frein. Par rapport au privé, ça peut marcher aussi. Et puis voilà, il y a vraiment eu cette prise en main et ce déploiement à grande échelle qui a été fait. Et du coup, je rends la main à Olga ce coup-ci. Merci. Hop là. Merci Virginie. Merci Camillo. Alors, je partage mon écran.
Donc, pour résumer tout ce qui a été présenté par Virginie et Camillo, voici les 4 secrets des entreprises qui réussissent avec l'IA d'après notre expérience à nous. Donc, la première chose, c'est la formation. C'est important de se former et pas se former que à savoir prompter. C'est surtout comprendre de quoi on parle. Comme disait Virginie, il n'y a pas que l'IA génératif, il existe ce qu'on appelle l'IA classique et parfois il est plus adapté que l'IA générative. Camillo a passé un peu de temps pour vous expliquer comment fonctionne l'IA générative et vous a montré quelques exemples. On fait ça dans nos formations. La raison pour laquelle on s'arrête sur cette partie-là, c'est pour vous expliquer et démontrer le côté probabiliste de ces modèles-là, parce que pas souvent, mais parfois, on n'a pas besoin de faire appel aux modèles probabilistes. Des modèles déterministes font très bien le travail. C'est pour ça que c'est important de comprendre comment ils fonctionnent, ces modèles-là, pour faire le bon choix. Et puis, Virginie aussi disait que c'est important de se protéger. Et si on maîtrise, on sait comment fonctionne ce système, on peut mieux se protéger. Le deuxième secret, c'est partir de l'humain. On l'a évoqué plusieurs fois. Les meilleurs cas d'usage ne viennent pas de la direction. Souvent, les problèmes sont déterminés par les personnes qui font le travail, pas par la direction. Et donc, ça, c'est vraiment l'élément clé. On ne peut pas imposer. On peut, bien évidemment, imposer une solution, imposer des modèles, etc., mais ça ne va pas marcher. Et les sociétés qui réussissent, ce sont des entreprises qui vont partir de l'humain, des besoins, des métiers. Le troisième secret, c'est lancer quelque chose de concret. On voit beaucoup actuellement, beaucoup de gens qui parlent de l'intelligence artificielle, qui prennent la parole sur l'intelligence artificielle, mais moins de gens qui font réellement quelque chose. Or, l'apprentissage a lieu lorsqu'on fait quelque chose. Donc, pour nous, le troisième secret, c'est lancer un prototype, quelque chose de concret, tester. Bien évidemment, il faut poser le cadre, il faut faire attention pour ne pas partager les données sensibles, etc. Mais c'est mieux, on apprend beaucoup plus vite, on est beaucoup plus efficace lorsqu'on lance quelque chose de petit, on tire des conclusions et on avance comme ça. Et le dernier secret très important aussi, c'est inscrire l'intelligence artificielle dans la durée. On l'a fait, on l'a répété plusieurs fois. Ce n'est pas parce que vous avez déployé des licences de ChatGPT aujourd'hui que ça c'est un projet d'IA. Pour un projet d'IA, il y a plusieurs étapes et Virginie l'a bien expliqué. Et c'est important de respecter cette étape-là, changer notre manière de travailler pour que l'intelligence artificielle démontre ROI et soit efficace dans la durée. Maintenant, on a dépassé peut-être un tout petit peu. Je vous propose maintenant de prendre, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a eu des questions concernant le prompt, la consommation d'énergie. Je pense que ça fait référence à ce que tu as montré, Camillo, ton exemple des méga prompts et approches itératives. Si tu peux prendre ces questions-là, s'il te plaît. Et puis, voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas à les poser. Oui, je vais prendre la question. Il y a Alors, deux questions. Je ne sais pas exactement quelle est la question par rapport à la consommation énergétique, mais moi, je vais dire mes pensées par rapport à ça. Alors, c'est indéniable que l'intelligence artificielle, ça consomme de l'énergie. Ça, c'est pas un secret pour personne. Maintenant, combien ça consomme? Il faut démêler un tout petit peu. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les utilisateurs. Vous, quand vous utilisez, que ce soit une IA conversationnelle ou un agent ou un truc ou que vous utilisez, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes échelles que quand les personnes de OpenAI ou les personnes d'Anthropic, ils font un nouveau modèle. C'est même pas comparable. Du coup, en fait, c'est faire de l'IA, construire des modèles d'IA, entraîner des modèles d'IA ou utiliser des modèles d'IA, c'est pas du tout la même chose. Alors, effectivement, que nous, on a une part de responsabilité dans tout ça. Il faut qu'on soit conscient de tout ça. Mais souvent, les gens qui me posent la question, combien est-ce que ça consomme? Je dis, on n'en a aucune idée. Et en fait, c'est tellement difficile de savoir combien vous consommez quand vous faites une requête. Et surtout, je renverse la question. Combien vous consommez quand vous regardez Netflix? Et là, les gens, ils me disent, je ne sais pas. Et du coup, je pose la question, pourquoi est-ce que sur Netflix, on ne s'est jamais posé la question et qu'on se la pose sur l'IA? Du coup, je pense qu'il y a plus une question de méconnaissance du sujet qui fait que les gens qui ont peur, peut-être ils se mettent derrière un peu ces boucliers et dire ça consomme, du coup, je n'utilise pas. Camille, Christelle veut rajouter à cette question-là, excuse-moi de t'interrompre, Christelle lève la main. Oui, Christelle, n'hésitez pas à débloquer votre micro si vous voulez poser la question. Oui, bonjour. Oui, c'est moi qui avais posé la question et je suis d'accord avec vous qu'il y a plein d'autres endroits où
où il y a de la consommation d'énergie, mais dans notre confort, on s'en rend pas forcément compte. C'était juste dans cette démarche d'acculturation des personnes à l'IA, c'est souvent quelque chose qui revient quand les personnes sont, surtout par exemple dans les entreprises qui sont bicorp. C'est un sujet qui revient de est-ce qu'on va dégrader notre modèle en utilisant l'IA, etc. Et en fait, c'est la première réaction que j'ai eue de voir que je fais un prompt et ça me génère, j'ai 5 générations de texte. Automatiquement, intuitivement, j'ai l'impression de plus consommer, entre guillemets, de tokens, voilà, de puissance de calcul à un certain moment. Et c'est pour ça que je vous demandais comment est-ce que vous avez ces questions-là en formation et comment vous expliquez cette approche plutôt que le méga prompt. Voilà, c'était pour ça. Je voulais juste… Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre question, Christelle. C'est une question très intéressante et ça cache derrière surtout, en fait, une envie qu'on a tous de protéger notre environnement. On a tous envie de faire du bien, on a tous envie d'avoir les moins d'empreinte carbone. Et ça, c'est indéniable. Après, j'ai envie de vous dire, la vraie question, en fait, on pourrait renverser la question par rapport à YouTube. Pourquoi on regarde 5 vidéos et on ne se contente pas d'une seule vidéo? Pourquoi on change des films au milieu de Netflix? Du coup, si on veut réduire l'empreinte de carbone, du coup, je suis en train de regarder un Netflix, j'arrête et je passe sur un autre film, j'aurais pu continuer sur le même film. Du coup, c'est peut-être vrai aussi. Mais en fait, la vraie réponse, c'est on ne connaît pas. En fait, c'est très difficile de savoir la facture électrique et la facture de consommation. Il n'y a que les data centers qui la gèrent. Et c'est eux, il n'y a que eux qui connaissent combien ça coûte une requête. Effectivement, eux, ils sont aussi en responsabilité, ils sont surtout en ambition de réduire cette facture le plus possible. Et je pense qu'il y a pas mal de recherches sur comment est-ce qu'ils peuvent rendre les consommations les plus petites possibles. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent sauver la planète, c'est parce qu'eux aussi, ils veulent réduire leur facture électrique. Et moi, j'ai envie de vous dire, nous, en tant qu'utilisateurs, mon conseil, c'est ne vous bloquez pas à utiliser ChatGPT. Juste, il faut que j'ai un prompt hyper réfléchi. Et si je n'ai pas passé 3 heures à réfléchir mon prompt, je n'utilise pas parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train d'utiliser la puissance de ces logiciels à leur potentiel. Moi, j'utilise beaucoup ces logiciels comme sperm partner, personnellement. C'est-à-dire que je commence une idée et c'est petit à petit qu'en fait, j'arrive à une solution et que j'arrive à une solution que je n'avais même pas imaginée. Des fois, je commence avec une question et cette question, elle me ramène 10 minutes après, j'ai un nouveau produit. Alors, c'est très difficile à dire. Est-ce que j'aurais pu arriver sans ces logiciels à cette même idée? Et si j'avais pu les faire, comment est-ce que j'aurais pu faire? Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que vous, si vous utilisez ces logiciels juste de façon, j'utilise un prompt, un résultat point barre et je m'arrête, à mon avis, vous sous-utilisez ça. Je ne veux pas minimiser l'impact énergétique, mais je pense que c'est une sous-utilisation. C'est une utilisation, mais vous n'utilisez pas à leur complet potentiel ces logiciels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de dire avec Virginie, ce qu'on a trouvé intéressant en organisant ces webinaires, c'est que Virginie et nous, on a 2 cabinets différents. Par contre, avec Virginie, on se connaît depuis plusieurs années. Et en fait, ces 4 secrets que Virginie, que Olga, elle montre à l'écran, les secrets entreprises qui réussissent avec l'IA, en fait, peu importe que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, on trouve toujours la même chose. La formation, n'est pas partir d'une idée. Alors ça, c'est souvent ce que Virginie t'a dit. Virginie, ça m'a interpellé. Souvent, pourquoi on lance un projet d'IA, c'est parce que les directeurs d'innovation, il a envie de justifier son salaire. Et du coup, en fait, il est rentré et du coup, il faut lancer de l'IA. Et ça, c'est l'un des pires motivations. On ne lance pas des projets IA parce qu'on a envie de briller en interne, même si souvent, on comprend que la motivation, elle est là. Mais il faut partir de l'humain. Mais on peut partir de l'humain et briller en interne. On peut partir de l'humain et rayonner et dire j'ai apporté l'innovation. On peut faire les deux, mais il faut partir de l'humain. Faire quelque chose de concret, du coup, les nombres d'entreprises qui s'arrêtent aussi à faire des comités, des études, des chartes, et qui ne passent pas de ces stades à faire quelque chose de concret. Et les dernières, c'est voilà, on a fait l'IA, c'est fini. Mais en fait, l'IA, c'est quelque chose qui finit jamais. Et surtout, la technologie. Pour moi, l'IA et la technologie, c'est un peu la même chose. En fait, je ne fais pas d'extension entre IA et pas IA. Pour moi, l'IA, la tech, elle ne va jamais arrêter d'évoluer. Et du coup, les entreprises, il faut qu'elles se remettent à jour. Du coup, je ne sais pas si je voulais juste rajouter mes pensées. Virginie, tu as d'autres choses à rajouter ou est-ce que tu as d'autres personnes qui ont des questions? Il y a David qui dit est-ce que c'est possible de rappeler les 3 C? Donc, les 3 C,
c'est tout ce qui est chronophage, tout ce qui est compliqué et tout ce qui est chiant. Généralement, le chiant, les gens s'en rappellent bien, mais le chronophage et le compliqué un peu moins. Donc, compliqué, c'est tout ce qui est à risque d'erreur, tout ce qui est chronophage, c'est tout ce qui prend du temps. Et effectivement, hein, comme tu le disais, c'est pas quelqu'un qui doit faire de l'IA parce qu'on. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont vraiment très mauvaises. Il y a le fait que c'est dans ma feuille de route, donc je dois le faire pour avoir ma prime et je ne sais pas où, comment, mais je veux avoir ma prime. Donc, ça, clairement, c'est très mauvais. Il y a aussi la peur. La peur de si on ne fait pas d'IA, on nous a dit qu'on allait disparaître, qu'il faut absolument faire de l'IA, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où. Juste, il faut faire de l'IA, c'est très très flou en fait. Hein. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, il faut faire de l'informatique, sinon votre entreprise va disparaître. Faire de l'informatique, ça dépend. Je connais plein de gens qui n'en ont pas forcément besoin dans leur métier, surtout des artisans. Et puis c'est très flou parce que entre je veux faire de l'informatique, j'ai besoin d'une data platform ou je vais avoir un site web, c'est pas pareil. En IA, c'est pareil. En fait, il y a vraiment des différences entre un petit rack dans un coin, un assistant ou un gros projet avec l'automatisation de tout un processus ou le développement d'outils. Donc voilà, donc vraiment, concentrez-vous sur ces besoins, concentrez-vous sur les bonnes raisons. La peur n'est jamais une bonne raison. Voilà, essayez de pas avoir peur. Peut-être que c'est là aussi, c'est intéressant de comprendre ce que vous a présenté Camilo, parce que ça évite d'avoir peur, parce qu'on a souvent peur de ce qu'on ne comprend pas. Donc voilà, concentrez-vous pour comprendre, pour plus avoir peur et ne jamais décider par les émotions, décider plutôt par la raison en entreprise. La raison, c'est utile, ça sert, et pas j'ai peur ou je sais pas, je suis jaloux parce que le voisin a fait un truc, moi aussi je veux pareil, mais je ne sais pas pourquoi, quoi. Voilà. Alors, je vais rajouter quelque chose par rapport, parce que cette question de la consommation énergétique, elle est très intéressante, mais elle cache derrière pas mal de choses, des peurs, évidemment, des ambitions de ne pas faire mal à la planète, que je comprends. Mais c'est très difficile à calculer parce que, regardez, moi, l'exemple que j'ai accompagné l'entreprise, qu'on a accompagné les médicales, ils ont fait, on a automatisé quelque chose. On a fait un mini logiciel qui compare tout seul les rapports. Alors, on a passé un après-midi et on a fait des prompts et on a fait plein de trucs et du coup, on a consommé l'électricité à faire ce logiciel. Mais ce logiciel, maintenant, il est là. Et ce logiciel, ça ne consomme rien du tout. Et surtout, si on n'a pas ce logiciel, la bonne femme, elle va travailler toujours à imprimer ses papiers. Et du coup, en fait, elle va imprimer du papier, elle va imprimer du papier, elle va imprimer, et surtout, elle va passer du temps, elle va consommer du café, elle va fumer des clopes parce qu'elle est en train de faire tout ça. Du coup, peut-être qu'on a consommé un tout petit peu d'énergie sur un coup, mais on a construit quelque chose qui est dans la durée, mais ça n'a rien à voir. Ça va permettre de réduire du temps, d'imprimer moins des papiers. En fait, on va dématérialiser complètement les trucs. Du coup, c'est très compliqué à dire. Moi, je pense que c'est une façon intelligente de travailler. Et c'est une façon beaucoup plus maligne de travailler que si on se dit, en fait, je ne veux pas faire parce que je n'ai pas envie de les consommer. Du coup, les ressources sont là. Et puis, elles vont continuer à être là qu'on ne les consomme pas. Du coup, en fait, que vous, dans votre coin, vous dites, je ne vais pas utiliser, ça ne change rien aux gens de OpenAI, ils vont quand même continuer à exister. Mais c'est super intéressant. Je n'ai pas forcément réponse sur ça. Mais n'empêche que c'est hyper intéressant. S'il y a d'autres questions, je vous invite à les poser. Et sinon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Olga, Non, merci Camillo. Il y a eu pas mal de questions sur la consommation d'énergie. Merci pour ces questions-là. Si vous voulez réduire la consommation, vous pouvez prendre un tout petit modèle et tourner en local. Ça va consommer un peu moins d'énergie. Ça peut être une solution pour ceux et celles qui veulent vraiment faire attention à la consommation. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Comme je disais, vous allez recevoir le replay par email avec cette présentation, avec nos informations, avec la vidéo, donc avec nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions suite à ma question portée vraiment sur l'impact. Une seconde, il y a un commentaire de Christelle, Camillo, Virginie, sur l'impact entre méga prompt et prompt itératif. Je suis bien consciente des bienvenus de l'IA. Merci beaucoup pour ce commentaire. Oui, on a bien compris. Merci Christelle et merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires et d'autres questions? Je pense qu'on peut fermer. On vous remercie pour votre temps. Merci d'avoir participé à ces webinaires. C'était très intéressant pour nous de l'avoir organisé. Vous allez recevoir nos coordonnées, vous allez recevoir tout ça. Et puis, n'hésitez pas, nous, on n'est pas des intelligences artificielles, on est des êtres humains. Et si vous avez des questions, on ne connaît pas tout, on n'a pas toutes les réponses, hein, on est loin.
Mais si vous avez des questions et vous voulez continuer la conversation, ça, vous pouvez le faire aussi en mode off et en mode confidentiel. Mais on répond moins vite que les IA, par contre, potentiellement. Ça, on répond moins vite que les IA. Et on consomme moins aussi. On consomme moins d'énergie. Je ne sais pas, moi, je consomme beaucoup d'eau, surtout ces temps-ci. Ma consommation d'eau, elle est très élevée. Ça marche. Merci Écoutez, beaucoup. merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon appétit. Et bon Surtout. appétit. Merci.